Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question de l'Acura ZDX, de la Lexus LS, de la voiture électrique la moins chère sur le marché canadien en 2025 et évidemment de ce recul du gouvernement du Québec quant aux objectifs de vente de véhicules électriques à 100 % en 2035. Ça a fait énormément jaser au cours de la semaine. Alors, on reviendra là-dessus, mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle voiture de marque Mitsubishi a été vendue sur le marché canadien pendant seulement un an à quelques centaines d'unités avant d'être définitivement abandonnée, autant sur le marché américain que sur le marché canadien? Bien, la réponse est la Mitsubishi Diamante, une berline qui rivalisait à l'époque avec la Nissan Maxima, avec la Toyota Avalon notamment. Berline de format pratiquement pleine grandeur, intermédiaire, on la considérait comme ça à l'époque, avec un moteur V6, vendue notamment en version VR4, extrêmement rare, une version qui se voulait plus sportive, mais qui n'était pas nécessairement plus performante. Alors, cette voiture-là, évidemment, a été vendue sur le marché canadien alors que Mitsubishi arrivait au Canada en 2003 et dès 2004, la voiture a été abandonnée. Mitsubishi qui revoyait déjà sa gamme, notamment avec l'arrivée du Outlander qui faisait ses premiers pas en 2024 et qui aujourd'hui est le VUS le plus important de la marque Mitsubishi, qui a abandonné l'essentiel de tout ce qu'on vendait à l'époque. La gamme était extrêmement complète. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on avait la Mitsubishi Lancer, la Galant, la Diamante, les coupés et cabriolets Eclipse, incluant l'Eclipse Spider. On avait le Montero Sport comme VUS, l'Endeavour qui est arrivé en 2004 et évidemment l'Outlander qui est encore là aujourd'hui. Alors la gamme était extrêmement complète. Bon, évidemment, je reviens sur cette décision du ministre Drainville de reculer sur les objectifs de vente de véhicules électriques à 100 % en 2035. Le gouvernement fédéral avait fait le pas il y a quelques semaines. Alors, le provincial, Québec, a décidé de reculer sur cet objectif également. N'a pas donné de détails sur la façon dont il faudrait vendre des véhicules électriques en proportion d'ici ce moment-là. Ça sera réévalué, évidemment, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Il y aura une annonce qui sera faite ultérieurement. Mais évidemment, cette décision-là fait énormément plaisir à l'industrie automobile québécoise qui était un peu pris en souricière avec la vente de véhicules électriques ou les objectifs de vente de véhicules électriques par rapport au reste du pays. Parce qu'évidemment, c'est ici que la concentration de véhicules électriques a toujours été la plus forte depuis qu'on a commencé à en vendre au début des années 2010. Et avec la réglementation québécoise, bien, ça ne s'est qu'accentué. Évidemment, il y a eu beaucoup de ventes de véhicules électriques sur notre marché en 2024, fort déclin en 2025. Mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que même si le retrait des crédits gouvernementaux, ou du moins sa diminution très sévère, a fait en sorte que les ventes ont chuté drastiquement, il faut comprendre que le prix réel des véhicules électriques n'a pas à ce point augmenté. Il y a même des situations où on a constaté une diminution des prix parce que les constructeurs ont mis énormément d'eau dans leur vin, ont offert des rabais, ont diminué les taux de financement de location, par exemple. Ce qui m'a amené à poser la question au ministre Drainville lors d'une entrevue avec Isabelle Maréchal la semaine dernière. Est-ce que vous pourriez réévaluer la possibilité de retirer plus rapidement les crédits gouvernementaux, le crédit pour véhicules électriques qu'on offre actuellement au Québec via le programme Rouler vert? Évidemment, c'est un crédit actuellement de 4 000 $ qui baissera à 2 000 en 2026. Mais on a maintenant la preuve que les constructeurs automobiles s'ajustent en fonction de cette diminution des crédits, ce qui voudrait dire essentiellement qu'avec le retrait du 4 000 $ actuel, bien, les constructeurs ne feraient que baisser les prix de leurs véhicules ou jouer encore une fois avec les taux de financement de location pour en arriver à un paiement mensuel qui serait à peu près du même ordre que celui qu'on connaît en ce moment. Alors, à cette question, le ministre Drainville a trouvé que cette intervention avait été intéressante de ma part et a même mentionné que ce serait réévalué parce qu'évidemment, le programme Rouler vert coûte encore cher au gouvernement québécois et on est parmi les seuls à l'échelle canadienne à encore offrir des crédits pour véhicules électriques. Le fédéral nous a promis en juin dernier un retour de crédit pour véhicules électriques, mais on aura cette confirmation uniquement lors du dépôt du budget le 4 novembre prochain. Et mon impression personnelle, c'est
qu'il n'y aura pas de retour de ces crédits pour véhicules électriques. Pourquoi reculerait-on sur des objectifs de vente de véhicules électriques à court, moyen, long terme et qu'on reviendrait en même temps en donnant aux contribuables des crédits individuels pour l'achat de véhicules électriques? En ce qui me concerne, c'est un peu un non-sens, d'autant plus qu'on a la preuve que les constructeurs sont aujourd'hui capables de vendre leurs véhicules électriques à prix moindre et qu'ils sont donc en mesure de s'ajuster, ce qui veut dire que les crédits ne sont plus nécessaires pour mousser les ventes de véhicules électriques parce que le coût de revient est essentiellement le même. Alors, à suivre, on verra ce que ça donnera, mais évidemment, le fait que Québec recule sur cet objectif-là vient complètement changer la perception de l'industrie automobile chez nous au Québec, particulièrement de la CCAQ, qui est très heureuse de cette décision-là. On apprenait aussi en fin de semaine dernière qu'Acura avait décidé d'abandonner son VUS électrique, le ZDX. Un deuxième constat d'échec, évidemment, pour le ZDX, qui n'était pas vraiment un produit Acura, puisque l'essentiel de la technologie qu'on y retrouvait provenait de chez General Motors. C'était essentiellement un Cadillac Lyriq recarrossé. On en a fabriqué un total de 16 000 pour le marché nord-américain, mais seulement 307 unités ont trouvé preneur sur le marché canadien. Ces véhicules-là se sont vendus, ou du moins se sont liquidés à prix plancher aux États-Unis. Il en reste encore énormément en inventaire chez les concessionnaires. Évidemment, avec le recul du gouvernement Trump, du gouvernement canadien également quant aux ventes de véhicules électriques, Acura a tout simplement décidé de lancer la serviette, d'autant plus qu'on travaille actuellement sur son propre véhicule électrique qui devrait techniquement être baptisé le RSX, mais dont la commercialisation a elle aussi été reportée. On sait que ce véhicule-là devrait utiliser des batteries de véhicules électriques qui seront éventuellement assemblées du côté de l'usine d'Alliston en Ontario. Mais évidemment, cette usine a fait une annonce un peu plus tôt dans l'année comme quoi on reportait le début de production de batteries pour véhicules électriques de plus d'une année. Alors, c'est dire à quel point Acura et par le fait même Honda choisissent de faire un pas de recul quant à l'électrification de leur gamme, mettant davantage d'énergie sur la motorisation hybride, ce qui est évidemment un très bon choix. On a aussi appris cette semaine que Lexus abandonnait sa berline LS après 2026. Évidemment, une décision qui allait de soi parce que c'est un modèle qui ne se vendait plus du tout. 25 unités seulement ont été vendues sur le marché canadien en 2023, 28 en 2024. Alors, ce sont des grenailles et Lexus n'a tout simplement plus les moyens de conserver une berline qui ne se vend que trop peu sur le marché mondial. Une voiture qui est vendue aux États-Unis, qui est vendue à l'international, mais qui ne connaît que peu de succès aujourd'hui. Par contre, une berline dont l'histoire est intéressante, voire importante, parce que ce fut la première voiture commercialisée par Lexus en 1990 avec la berline ES, mais c'est vraiment la berline LS qui a placé la barre très haute pour illustrer au monde entier, à toute l'industrie automobile mondiale, que les Japonais étaient capables de fabriquer une voiture de luxe de classe internationale. La Lexus LS 400 1990 avait notamment fait mal à des voitures comme la Mercedes de classe S, la BMW de série 7, la Jaguar XJ, qui étaient des voitures évidemment de grand prestige à cette époque-là. Et le fait que les Japonais arrivent avec une voiture capable de rivaliser avec ces produits-là à prix compétitif, avec un niveau de fiabilité, un niveau de qualité et des performances qui étaient remarquables, c'était un élément très fort et ça a permis essentiellement à Lexus de connaître un essor plus rapide que ses marques rivales. Évidemment, on peut penser à Acura, également à Infiniti, qui est arrivé à peu près au même moment. Alors, la Lexus LS qui sera abandonnée et pour 2026, il y aura une édition spéciale peinte en noir avec habitacle rouge qui sera commercialisée sur le marché canadien. Cette voiture, on la baptisera édition Héritage et tenez-vous bien, elle ne sera vendue qu'à 5 unités sur le marché canadien. Alors, ça sera extrêmement rare comme voiture. Maintenant, je vous parle de la voiture électrique la moins chère offerte actuellement sur le marché canadien parce que si vous pensiez que l'an dernier, la Fiat 500 électrique était alléchante en matière de prix, tenez-vous bien, on est encore plus agressif cette année avec la Fiat 500e 2025. C'est une voiture dont le coût de revient est de 31 811 $ une fois qu'on applique les rabais de Fiat Canada et les crédits gouvernementaux qu'on propose chez nous au Québec, 4 000 $ taxes incluses.
incluses. Mais évidemment, si vous décidez de la louer, Fiat vient ajouter un rabais supplémentaire de 2 000 ce qui porte la facture de la Fiat 500e à 29 811 Et on a joué aussi avec les valeurs résiduelles pour qu'on puisse louer cette voiture-là à prix extrêmement agressif. Alors, tenez-vous bien, si vous décidez de la louer sur un terme de 48 mois, ce qui est le terme le plus alléchant pour obtenir le plus petit paiement mensuel, bien, vous allez avoir un taux de 2,99 à la location. Et si vous prenez une allocation de 12 000 km par année, ça vous coûtera 335 mensuellement, taxes incluses, sinon 345 avec 18 000 km d'allocation annuelle. Alors, c'est extrêmement alléchant pour une petite voiture électrique qui, évidemment, ne consomme pas d'essence. 345 par mois, taxes incluses, sans mettre d'essence, c'est vraiment la façon la plus abordable de pouvoir se déplacer sur le marché canadien en ce moment. Évidemment, la Fiat 500, c'est une voiture qui a su prouver sa fiabilité depuis son arrivée sur le marché au printemps 2024. Une voiture dont les problèmes ne se font que très rares, peu de problèmes relatifs à la batterie haut voltage ou au système électrique, voire même à des mises à jour info-nuagiques. On voit ça souvent sur d'autres véhicules électriques de renom, mais en ce qui concerne la Fiat 500, trop peu de problèmes ont été répertoriés pour que ça mérite d'être mentionné. C'est une voiture qui peut même se vanter d'être plus fiable que la moyenne des autres véhicules électriques du marché. Alors, un point important à souligner. Et encore une fois, je vous rappelle qu'actuellement, si vous prenez un modèle de base, bien entendu, bien, location 48 mois à moins de 350 par mois, c'est franchement alléchant. En terminant, question de la semaine, quelle voiture Fiat a fait appel à une technologie japonaise pour sa conception?